Eh bien bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau live de l'hebdo de l'innovation. Donc vous allez voir cette semaine il y a encore beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses positives. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Donc let's go, on y va. Donc on commence toujours par la même chose, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses sur tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier et de faire attention à ce qu'il soit agréé par l'AMF. Comme je le répète à chaque fois, ici on parle de futur. C'est pas parce qu'on vous dit que ça c'est une bonne techno pour le futur, que c'est intéressant, qu'il faut forcément investir dessus. Les développements technologiques peuvent mettre du temps, etc. Voilà. So let's go. Cette semaine, on commence avec le nouveau télescope américain qui a fait la fierté de Biden, etc. hein, le James Webb, qui nous a donné une photo qui est bien meilleure que le Hubble, qui avait un peu moins de 40 ans, d'accord. Donc ça, c'est quand même considérable. Je pense que c'est une étape dans le travail de l'espace, etc., qu'on est en train de faire. C'est une étape qui est clé. Pourquoi? Parce que forcément, ça va permettre de travailler l'astronomie, de travailler la physique, etc. Et tout ça sont des choses quand même qui sont intéressantes parce que surtout la physique, ça a un impact après dans le monde réel pour nous. Après aussi, un autre point qui me paraît clé, d'accord, et qu'il faut absolument avoir en tête maintenant, c'est quoi? C'est l'idée de se dire que dans l'humanité, vous avez quelques points charnières. D'accord? Donc vous pouvez dire que par exemple, les civilisations au niveau de l'humanité, elles ont plutôt été très locales au début, après elles ont été continentales, et après elles sont devenues mondiales. D'accord? Et les échanges, c'est pareil, ils ont été très locaux au début, après continentaux et après mondiaux. Et ça crée, ça, c'est le socle de votre économie, quoi. C'est les fondations. D'accord? Et en ayant cette capacité d'expansion, l'humanité a eu une capacité de croissance. Et dans cette croissance a été accompagnée de beaucoup de choses. L'amélioration du niveau de vie, l'amélioration des capacités d'innovation, voilà, bon, l'espérance de vie qui a cru, enfin, énormément de choses, d'accord? Qui sont dues aussi à ça. Si on était resté des civilisations ultra locales, on aurait peut-être eu beaucoup plus de mal à avoir ces gains-là. C'est pas, on aurait peut-être pas, enfin c'est même pas, on aurait, enfin c'est pas, on aurait, pardon. Oh là là, fatigué. C'est pas, peut-être on aurait, mais c'est on aurait. Il n'y a pas de peut-être. C'est sûr que si on était resté à ce niveau-là, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Parce que l'échange provoque les, l'innovation, etc. Et permet de prendre ce qui est bien chez A, de prendre ce qui est bien chez B, de créer quelque chose de nouveau, etc. Et c'est ça qui est quand même clé. Et là, je pense qu'on est quand même dans un moment assez charnière. Pourquoi? Parce que si dans les années 60, on était dans une course à l'espace, même un peu avant, hein, qui s'était lancée, et qui avait même été lancée un peu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on était vraiment au tout début. Après, on a eu quand même une phase vraiment d'hypermondialisation où on s'est dit que c'était déjà plus intéressant d'investir sur des bateaux, d'investir sur des avions pour essayer de connecter tout le monde rapidement d'un bout à l'autre de la planète. Je pense que cette étape a été réussie et depuis une dizaine d'années, on repart un peu dans un cycle expansionniste dans le spatial. Je pense que ça vient aussi d'une chose, c'est que exactement comme quand on a découvert les Amériques, ceux qui sont partis en premier ont quand même eu les pays qui étaient leaders les années d'après. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont posé et qui ont profité des richesses de ces nouveaux mondes. Bah, je pense que là c'est pareil, je pense que les Chinois, les Américains et même les Européens commencent à se dire que les civilisations qui vont être spatiales et qui vont être le premier spatial vont quand même avoir un avantage considérable et bah, forcément les Chinois ont envie de le devenir parce que je pense qu'ils se disent que c'est vraiment un des points clés
pour essayer de passer à l'étape supérieure et de passer devant les Américains. Les Américains n'ont pas envie de laisser les Chinois faire. Et je pense que les Européens sont un peu dans la seconde division. Mais vous avez quand même un avantage au niveau de l'Europe, c'est qu'on est quand même 500 millions avec énormément de chercheurs. Vous avez plus de chercheurs en Europe si vous mettez tous les pays européens ensemble qu'aux États-Unis. Et largement plus. Donc vous avez des capacités de faire de la recherche, d'aller vite. Ça demande une notion un peu d'État fédéré comme on a aux États-Unis, hein, avec des pays fédérés en Europe. Mais c'est une notion, si on arrive à la passer et si on arrive à avancer, on a toutes les cartes pour rattraper très très vite notre retard et pour aller très très vite. Donc voilà. Donc je pense que ça note juste vraiment ce coup-là, note la capacité qu'on a de pousser vers cette civilisation spatiale. Le coût aussi que ça a, ce nouveau télescope, il a coûté 10 milliards. Ça paraît beaucoup, mais à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, c'est pas autant que ça. Si vous voulez, c'est un peu comme si Google met une année de résultats nets dedans, enfin un peu moins même. Donc au final, est-ce que vous pensez que le jeu en vaut la chandelle? De plus en plus de gens vont penser que le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi? Parce que c'est une solution de secours si vraiment la Terre devient plus habitable, parce que c'est quand même un gain pour un pays qui est considérable, et parce que, une chose est sûre, l'économie, c'est un monde qui a besoin d'expansion. Et la planète Terre est un monde qui est fini. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup de choses, et ça je vous le raconte toujours, on peut essayer de recycler, etc. Mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire que même si on recycle 100% de ce qu'on crée, il y a quand même un peu de déperdition toujours. Et donc on ne peut pas empiler les êtres humains sur Terre à l'infini. Il y a un moment, la Terre, même technologiquement, elle a une capacité d'absorber un certain nombre d'humains, et plus, ça ne sera pas possible. Et je pense que déjà, on a atteint en partie cette limite-là. Et comme l'humanité n'est vouée qu'à une seule chose, croître, et que ça va être très difficile de changer ça. C'est-à-dire que si vous voulez changer la vision de l'humanité qui n'est vouée qu'à une seule chose, c'est de croître en repartant vers une théorie décroissante, c'est quand même très compliqué parce que c'est absolument pas ce qu'on fait depuis qu'on est né. Et depuis qu'on est sorti de nos arbres, etc., on n'a qu'une seule vision, c'est l'expansion. Donc c'est quand même un changement cérébral massif qu'il y a à faire. Et moi, j'y crois pas. Fondamentalement, je pense que ça va être très très compliqué. On peut faire des efforts pour aller moins dans des bains et dans des choses comme ça, on est d'accord. Mais c'est des micros efforts. Si vous voulez, le changement complet de la génération pour passer vers la décroissance, j'ai quand même du mal à y croire à l'échelle mondiale, etc. Donc je pense que on a besoin d'aller dans cette civilisation spatiale, et ça, c'en est qu'un micro-étape, mais ça vous montre quand même les efforts qu'on fait, et je pense que c'est une micro-étape qui est quand même importante. Pourquoi? Parce que voilà, ça va faire des progrès en physique, comment ça s'appelle? En astronomie, etc. Et tous ces progrès-là sont quand même des progrès qui vont après nourrir nos progrès dans le spatial, notre vision, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Bon, après, on va pas trop en parler parce que tout le monde en a parlé cette semaine de cette histoire. Donc passons à la suite. On a du coup CRISPR, la technologie de découpe de l'ADN dont on parle souvent, et on a la société américaine Verve Therapeutics qui va lancer la première étude clinique dans une maladie du cholestérol. Alors c'est une maladie génétique rare qui crée énormément de LDL, donc c'est du mauvais cholestérol qui fait monter le mauvais cholestérol, et du coup les patients ils ont tendance à avoir très vite les artères bouchées, etc. D'ailleurs les premiers patients qui sont mis, ils sont en insuffisance cardiaque, etc. Donc ils ont énormément de problèmes. Il faut savoir que ce LDL, ça fait longtemps qu'on sait que il s'exprime avant tout suivant une certaine génétique. Et donc l'idée de Verve, c'est une idée qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont pas aller essayer de traiter le gène qui est malade chez le patient, d'accord? Mais ils ont pris une autre idée, ils vont essayer de traiter le gène qui exprime du LDL. Donc en fait, si vous voulez, dans cette maladie-là, vous avez deux gènes qui sont mis en cause. Vous avez un gène qui provoque la création de mauvais LDL, et vous avez le gène qui provoque
le LDL. Et l'idée, ça va pas être de réparer le mauvais gène, mais d'aller enlever le gène qui permet au corps de créer du LDL, ce genre de choses. Et du coup, d'essayer de réduire beaucoup la création de ce LDL. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent, quand vous êtes sur des maladies génétiques, vous allez cibler le gène qui est malade. Et là, ce que fait Vervé, c'est un peu différent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que le but de Vervé, et il vous le dit, c'est qu'après, c'est une opération qui serait de routine en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le PDG de Vervé, il vend ça comme quand vous aurez entre 25 et 30 ans, on vous fera une opération, enfin, on vous injectera le produit de Vervé et ça enlèvera une partie de votre gène qui exprime du LDL et du coup, ça va beaucoup limiter votre risque de créer des maladies cardiovasculaires quand vous serez plus vieux. Et il faut savoir une chose, c'est que à l'heure actuelle, vous avez en gros, hors toutes voilà, les problèmes de voiture, le tabac, etc., vous avez en gros deux grandes maladies qu'on développe en vieillissant et qui tuent énormément de monde. C'est des maladies cardiaques et cardiovasculaires, d'accord? Avant tout liées à des artères qui sont bouchées, d'accord? Voilà. Et c'est des cancers, d'accord? Et là, je pense qu'on peut dire que sur ces deux typologies de maladies, on a quand même fait d'énormes progrès récemment et on a quand même avancé extrêmement vite. Et ça, c'est clé parce que c'est vraiment ces deux mécanismes qui empêchent l'humanité de passer vers une espérance de vie au-delà des 100 ans, etc., avec des santé qui sont quand même un peu meilleures et tout ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est aussi intéressant, pourquoi? Parce que c'est la première société qui veut, à partir de sa génétique, d'une étude sur CRISPR, arriver à une méthode où en fait on va améliorer l'humain dans sa globalité et quasiment tout le monde prendra le traitement de Vervé, etc. Alors attention, ils y sont très loin. Il faut qu'ils le réussissent là, dans cette maladie-là. Il faut qu'il y ait un bon bénéfice-risque. Faut qu'après ils poussent le reste des bénéfices-risques, etc. Enfin bon, il y a un chantier qui est considérable. Mais le fait que certains se lancent et que certains arrivent à le vendre à des investisseurs et tout est quand même une chose clé qu'il faut avoir en tête. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens dans l'univers des CRISPR qui vont se lancer comme ça sur des améliorations de l'humain en essayant de nous faire moins exprimer ceci, moins exprimer cela pour qu'on soit en meilleure santé plus longtemps, etc. Et ça, c'est quand même des choses clés qui sont toutes nouvelles. Et là où CRISPR au début c'était très cancer il y a 10 ans, et c'était d'ailleurs la hype, tout le monde pensait qu'en 20 ans on soignerait les cancers, mais ça c'est souvent comme ça avec les technos. Puis après il y a eu des problématiques, donc du coup tout le monde s'y est désintéressé, et là ça recommence à venir. Je pense qu'on arrive aussi un peu dans l'âge de maturité des technologies CRISPR, avec des gens qui commencent à avoir des médicaments sur le marché, beaucoup de gens qui commencent à chercher, des recherches qui sont autres que juste de la cancéro. Là, on est en train d'élargir beaucoup le champ de recherche avec CRISPR, etc. Et donc ça, c'est quand même synonyme de très bonnes choses, moi je pense. Et je pense qu'il y a énormément de bonnes technologies et de bons médicaments et d'autres choses qui vont sortir de ces recherches-là. On continue avec le projet Bloom qui veut démocratiser l'IA. Donc en fait, le projet Bloom, c'est quoi? C'est un langage, hein, d'accord, qui a été créé par une startup qui s'appelle Hugging Face, qui est une startup française. Donc c'est un langage qui a été créé en partie avec le supercalculateur de l'INRIA. Mais surtout là où c'est intéressant, c'est que pour créer ce langage, qui est un langage open source, Hugging Face a créé quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont été voir plus de 1000 chercheurs de tous les pays du monde et leur ont dit co-créer avec nous le langage et on va le rendre disponible open source au public. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, pourquoi? Parce que si vous comparez à GPT-3 d'OpenAI, à LaMDA de Google, etc. et à d'autres, hein, vous avez ceux de Facebook et tout ça, la vraie différence c'est que c'est un des premiers qui est vraiment open source et qui est puissant. Parce que tous les autres, généralement, c'est quand même un peu des boîtes noires. Alors, Google, OpenAI le justifient en vous disant, on est des boîtes noires, parce que si on permet aux gens de comprendre comment tout marche, eh ben, il y a un risque qu'ils l'utilisent de la mauvaise façon. D'accord? Sauf que le problème, c'est que si vous créez quelque chose, mais que vous ne comprenez pas
comment marche l'algorithme qu'il y a derrière et qui vous apporte une réponse, vous avez du mal à corriger vos bugs et vous pouvez avoir du mal à trouver les incohérences ou les biais de votre produit. Et ça peut être dérangeant. Là, l'avantage, c'est qu'avec Bloom, comme tout le monde peut contrôler tout le monde, si quelqu'un construit quelque chose sur Bloom, bah, il va très vite pouvoir voir que bah, là, la personne, elle a créé un truc, mais il y a un biais. Alors après, est-ce que le biais est voulu, pas voulu, ça c'est autre chose. Mais vous comprenez, il y a aussi un autre point clé, d'accord, dans Bloom, c'est que Bloom, vous pouvez l'utiliser pour faire une utilisation commerciale, alors que c'est vrai que GPT-3, LA, etc., vous ne pouvez pas forcément en faire des utilisations commerciales. Vous êtes dépendant des politiques commerciales d'OpenAI, de Google et des autres. Sachant que si par exemple vous voulez utiliser un moteur de Google pour essayer de faire un moteur de recherche, je ne suis pas vous convaincu que chez Google, ils vous laissent faire. Ou du moins, ils vont peut-être vous laisser faire au début en disant c'est un nain, ils s'amusent de leur côté, voilà. Mais si vous prenez de l'ampleur, la première chose qu'ils vont faire, c'est vous déconnecter en disant on ne veut plus travailler avec vous. Et si votre service est construit sur quelque chose qui appartient à Google, bah, vous êtes dépendant de Google. Ça, c'est la base d'un peu près tout le monde. Donc c'est quand même intéressant ce langage, d'accord? C'est vraiment intéressant. Ce qui est aussi intéressant, pardon, ce qui est aussi intéressant dans ce langage, c'est quoi? C'est le fait que contrairement à GPT-3, à LA, MDA, etc., qui sont des langages qui ont été créés de base en anglais, c'est un langage qui a été créé de base, Bloom, sur plusieurs langues. Pourquoi? Parce que l'avantage d'avoir fait appel à des professeurs un peu partout, c'est que chaque professeur connaît l'anglais plus sa langue natale, etc. Et du coup, chez Hugging, ils ont demandé aux gens de faire en sorte que le logiciel soit ready pour d'autres langues dès le début. Or, souvent, pour GPT-3 et tout, c'est d'abord l'anglais, après d'autres langues qui sont rajoutées, etc. Et on dit toujours que quand on rajoute a posteriori une langue dans un modèle comme ça, généralement la langue rajoutée est moins bonne que la langue de base parce que l'entraînement du programme n'est pas le même, etc. Là, le fait que le programme parte avec à peu près le même niveau partout et que l'entraînement soit le même, c'est quelque chose qui donne une sacrée force à Bloom. Alors attention, Bloom est une super chose qui montre quand même qu'en France, on est bon en IA, qu'on a quand même des volontés, qu'on peut quand même faire énormément de choses, d'accord? C'est encore très loin du niveau de GPT-3 ou de LAMDA. Mais l'avantage, c'est que comme vous avez beaucoup de gens qui vont l'utiliser, vous allez avoir une utilisation académique qui va être très forte, normalement. Si tous les chercheurs qui ont commencé à travailler avec Bloom continuent de le faire, ça va faire progresser le langage et peut y avoir des choses intéressantes. Donc ça vous montre quand même que c'est pas parce que vous appelez Google ou que vous êtes Elon Musk avec OpenAI que forcément vous allez être le gagnant à la fin. Les Européens, les Chinois, les Sud-Coréens, les Japonais peuvent travailler un peu autrement et rattraper ces GAFAM et avoir des choses qui fonctionnent. Donc ça, c'est quand même quelque chose de clé. Et trop souvent, je pense qu'en France, on se dit ouais, mais on est moins bon que les Américains, ça marche pas, etc. Bloom, c'est quelque chose qui a été pensé il y a quelques années, qui a été lancé dans les années 2021, au tout début, et il a été vraiment compilé, lancé et prêt à l'utilisation le 12 juillet. Donc si vous voulez, c'est allé assez vite, c'est soutenu par le gouvernement français, etc. On a été capable de faire quelque chose. Et trop souvent, moi je pense que les gens en France vous disent oui, non mais en intelligence artificielle, en machin, on est mauvais, etc. C'est faux. Tous les grands chercheurs de chez Google, etc., ils viennent de chez nous. C'est nous qui les avons formés, c'est des gens qui sont sortis de nos grandes écoles, etc. Donc je pense qu'on a énormément de potentiel en Europe de faire des choses, mais il faut s'en donner les moyens. Et là, je pense quand même qu'on commence à voir des choses qui émergent. Et Bloom, il y a quelques années, quand on en parlait au niveau académique et quand on en parlait avec des investisseurs, etc., j'en avais parlé dans les années 2021, je crois, et il y avait un grand investisseur de la tech française qui m'avait dit non, mais ça marchera jamais parce que Bloom, il faut qu'il dialogue avec des milliers de chercheurs dans la planète, que tout le monde se mette d'accord, etc. C'est impossible qu'avec des milliers de chercheurs, tout le monde se mette d'accord. Google, quand il fait une opération, il fait des micro-teams
de 100-200 personnes. Elon Musk, quand il a lancé toutes ses startups, il a fait des micro-teams de 100-200 personnes et il a toujours dit que c'est comme ça qu'il fallait commencer et qu'il fallait pas commencer gros parce que sinon tu n'avais aucune cohérence, aucune gestion et que c'était compliqué, et qu'il fallait avoir des gens très engagés mais très compétents et sur lesquels tu mets de la pression, etc. Bon, moi je lui avais dit, tu sais, c'est pas forcément comme ça. L'open source, ça peut très bien marcher. Il y a beaucoup de choses qui ont très bien marché. Linux a très bien marché. Et maintenant, il y a énormément de monde qui travaille sur Linux. C'est plus, est-ce que tu as les bons outils pour faire fonctionner une communauté qui va chacun t'apporter un peu à droite, à gauche. Et ça, je pense que maintenant, il y a plus d'outils pour régler ces problèmes-là qu'il y a 10 ou 15 ans, quoi. Avec le net actuellement et la capacité de travailler, bon, c'est quand même beaucoup plus simple. Et après, il faut quand même avoir des investissements parce que c'est pas parce que vous faites un projet open source que ça peut être géré par une équipe de 5 personnes dans un bureau à la fac de Nice, sans fenêtre, et des mecs qui sont payés 800 euros au mois, quoi. Ça marche pas. Mais Hugging, ils ont quand même réussi à lever des fonds, etc. Donc ça a quand même poussé quelque chose. Et là, on a l'impression qu'ils arrivent à faire quelque chose. Et donc ça, quand même, ça rend assez fier. Et ça montre le potentiel. Ça vous montre aussi une chose. Et ça, c'est une chose dont on parle souvent. C'est pas parce que vous appelez Google que vous allez être gagnant dans le cycle plus tard. C'est pour ça que, par exemple, Zuckerberg investit beaucoup sur le métaverse parce qu'il veut être sûr d'être le gagnant. Déjà, même en investissant beaucoup, il n'est pas sûr d'être le gagnant. Mais c'est sûr que s'il investit pas beaucoup, il a encore moins de chances d'être le gagnant. Et il a besoin d'être le gagnant dans le monde d'après. Sinon, entre guillemets, la société, elle risque de s'effondrer. Et quand il y a un shift technologique, bah, ça risque de devenir has-been. Et puis voilà. Donc ça, c'est quand même clé. Et c'est une bonne chose pour la France, le lancement de ce Bloom. C'est quelque chose à suivre. À suivre aussi pour autre chose, dont je vais parler un peu au début. C'est comme vous pouvez avoir une utilisation commerciale qui peut en être faite. Bah, c'est très simple parce que à l'heure actuelle, vous utilisez le modèle de Google, le modèle d'OpenAI, vous ne pouvez pas forcément faire ce que vous voulez. Vous êtes une startup, vous voulez créer un produit innovant et intelligent, vous mettez Bloom dedans. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de limitation. Alors qu'il y a des limitations chez OpenAI, chez Google, etc. Donc ça peut être des choses intéressantes parce que vous pouvez retrouver avec des gens qui vont essayer d'utiliser Bloom pour faire d'autres choses. Et forcément, plus vous utilisez un programme à quelque chose, plus vous avez de potentialité qui vous développe un truc qui fonctionne. D'accord. Donc ça, c'est quand même clé. On continue avec l'IA qui conquiert le secteur de la défense, donc toujours dans le même segment. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose de clé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu avant la guerre en Ukraine, mais qui s'est quand même beaucoup développé ces derniers temps. D'accord. Et c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que l'IA, on va dire que ça fait 10 ans qu'on en parle avec sérieux. Pendant quasiment 6-7 ans, toutes les entreprises qui travaillaient sur l'IA, sauf quelques-unes comme Palantir, euh, le mot d'ordre c'était on ne travaillera jamais avec les militaires, l'IA au service de la police et des militaires, c'est une connerie, il ne faut pas faire ça. C'était le mot d'ordre de quasiment tout le monde. Ce mot d'ordre, il a complètement changé. En 2011, l'armée anglaise a fait une première mission avec de l'IA dessus. Donc on ne sait pas si c'est l'IA qui a servi pour le renseignement, qui a servi pour le déploiement sur le terrain, etc. Les Anglais n'ont pas donné de détails. Mais ils ont utilisé l'IA une première fois dans une mission en 2011. Pardon, en 2021. Ce qui est quand même une notion qui est quand même assez clé. Palantir a écrit une lettre aux Européens en disant qu'il fallait qu'ils augmentent leurs efforts de dépenses en intelligence artificielle, en informatique pour améliorer la recherche contre les terroristes, contre les criminels et la gestion des environnements militaires. Et ça c'est clé, je vous ai mis la lettre sur le côté, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Alors on commençait à le voir déjà avant un peu dans le monde de la défense, surtout dans le monde du contre-terrorisme. C'est d'ailleurs de là qu'est issu Palantir et quasiment toutes les boîtes que vous trouvez à l'heure actuelle qui ont plus de 5 ans d'existence et qui sont dans ce genre de projet, c'est-à-dire du big data, de l'intelligence artificielle liée à ces problématiques, c'est en gros des boîtes qui ont fonctionné quasiment toujours avec qu'un seul secteur, c'est le secteur du renseignement, d'accord. Et c'est des boîtes qui sont issues du renseignement, donc Palantir est issu de la NSA par exemple, enfin ce genre de choses. Mais vous en avez en France aussi, hein, vous avez des petites startups en France, vous avez des startups par exemple spécialistes de la reconnaissance faciale qui sont issus de la DGSE. C'est-à-dire que leur premier contrat était avec la DGSE, c'est des gens qui sont des ex de la DGSE
et ça tourne un peu dans un environnement fermé. Alors après, ils sont agrandis au secteur de la police, etc., de beaucoup de choses, mais ils ont été incubés par ces boîtes-là. Et ce qu'on a vu surtout, le point d'inflexion, il est arrivé avec la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine est la première guerre que vous avez, hors vraiment les guerres contre le terrorisme avec la capture d'Oussama Ben Laden qui avait été permis par Palantir, etc. Mais la guerre en Ukraine est une des premières guerres conventionnelles où vous avez un des acteurs qui a une grande partie de son mouvement terrain qui est apporté par de l'intelligence qui va processer énormément de données. Et ça, vous avez en gros quelques pays qui aident beaucoup les Ukrainiens là-dessus. C'est vous avez la France, vous avez les États-Unis et vous avez l'Angleterre. Parce que c'est les trois pays alliés des Ukrainiens qui ont une capacité tactique de processer de la donnée qui est quand même très très forte. C'est pour ça qu'aussi il faut faire attention quand on vous dit les Français ils aident pas beaucoup, ce genre de choses. Les Français ils aident beaucoup en amenant de la donnée. Et ça a une grosse force pour les Ukrainiens. Ça vous permet de taper avec des moindres risques, ce genre de choses. Et ça c'est vraiment un des premiers territoires où on voit ça. Et les investissements ont commencé à beaucoup être poussés depuis 3-4 mois. Plutôt 3 mois d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quasiment toutes les armées du monde se sont rendues compte que la stratégie des Français, des Anglais et des Américains d'aller donner énormément de données aux Ukrainiens pour pouvoir déployer efficacement leurs militaires permettait à une armée qui de base était quand même beaucoup plus faible que l'armée russe de tenir le combat. Et il ne faut pas croire qu'ils ont tenu le combat juste parce que c'est des héros. Ils ont tenu le combat parce qu'ils ont été capables de très très bien gérer leur dispositif militaire et de savoir où il faut les mettre, quand il faut les mettre. Et ça, c'est pas facile. Surtout quand à l'époque ils étaient attaqués sur Kiev, etc. C'était quelque chose de complexe. Et s'ils ont réussi à le faire, s'ils ont réussi à savoir où les gens allaient taper, comment ils allaient taper, où envoyer des unités, où envoyer leurs drones, etc. C'est parce que vous aviez des logiciels comme Palantir, etc. qui les aidaient énormément. Et du coup, ça a provoqué aussi une vision chez beaucoup d'acteurs. Et vous l'avez chez les Russes, vous l'avez chez les Chinois, et vous l'avez en gros chez les Occidentaux aussi. C'est cette vision qu'il faut investir dedans. D'ailleurs, c'est une vision qui a lancé quelque chose de nouveau parce que le Royaume-Uni a lancé une nouvelle stratégie d'intelligence artificielle liée à la défense sur laquelle ils vont investir massivement. Ils n'ont pas donné de chiffres, mais ils vont investir massivement. Les Allemands, ils ont affecté un demi-milliard à des projets de recherche d'intelligence artificielle liés à l'armement dans leur projet d'injection de 100 milliards dans l'armée sur les prochaines années. Donc pour les Allemands, ça reste limité. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les Allemands, c'est un peu comme les Japonais. C'est des gens à qui on a reproché d'avoir fait la guerre, donc c'est des gens qui veulent absolument contrôler leur armée, ils veulent pas être trop forts, etc. Et le fait qu'ils acceptent de laisser l'ordinateur leur dicter un peu ce qu'ils vont essayer de faire, etc., c'est quand même un changement de vision qui est clé, qui est vraiment très très important. Il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. C'est que pendant longtemps, l'OTAN a été quelque chose où les Américains voyaient ça comme un moyen de pression sur les Russes, les Européens voyaient ça comme un moyen de défense contre les Russes, et puis, mais c'était un truc un peu complexe parce que est-ce que ça avait vraiment du sens? Est-ce que ça avait pas de sens? Les Américains ils disaient que ça leur coûtait beaucoup d'argent, les Européens ils étaient bien contents, mais d'un autre côté ça veut dire qu'ils sont dépendants des Américains, etc. Et il y avait assez peu de capacité de l'OTAN de créer des choses. Et là il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le 30 juin, l'OTAN a décidé de créer une nouvelle unité. D'accord? C'est le NATO Innovation Fund qui va être fait à partir avec des VC. Et le but, ça va être d'investir dans des startups liées à l'armement, dans l'intelligence artificielle, etc., dans chaque pays membre de l'OTAN. Et l'idée, c'est quoi? L'idée de l'OTAN, c'est de dire on veut qu'il y ait des briques dans chaque pays, avec des startups dans chaque pays, et que ces startups travaillent ensemble pour faire des projets, et que du coup, tout le monde soit dépendant de tout le monde. C'est-à-dire, les Américains vont avoir des projets chez eux, avec des produits chez eux, les Français chez eux, les Italiens chez eux, les Polonais chez eux, et en fait, le fait de mettre ensemble
ces projets et ces produits, va permettre de créer des logiciels un peu plus puissants, d'accord, que l'OTAN va utiliser dans les entraînements, etc., dans les guerres conventionnelles, et du coup tout le monde est dépendant les uns des autres. Et ça c'est quand même un phénomène qui est assez intéressant, parce que ça vous montre l'imbrication un peu plus profonde qu'on veut faire avec l'OTAN maintenant, et ça c'est en partie dû à la guerre qu'il y a eu en Ukraine, qui a montré que l'OTAN avait un intérêt, et que du coup maintenant tout le monde se dit, bon ok, on sait que l'OTAN a un intérêt, maintenant il faut qu'on rentre dedans, et il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui nous rende, qui nous lie fondamentalement, et où personne peut arriver et dire je vais sortir, parce que sortir aurait un coût beaucoup trop fort que de rester. D'accord? Donc le but, c'est de faire énormément de recherches en Europe et d'en rendre un peu dépendants les Américains, etc. Et que tout le monde soit dépendant des autres pour créer un phénomène liant qui empêche les gens de se faire la guerre, etc. Vous avez d'autres choses aussi qui ont commencé à bouger. Hein. Vous avez l'ancien PDG de Google, donc Eric Schmidt, qui contrôle la NSCAI, hein, donc c'est la Commission nationale de la sécurité sur l'IA aux États-Unis, hein, d'accord. Et en 2011, il a appelé les Américains à investir beaucoup plus dans l'IA liée au secteur de la défense que ce que les Américains faisaient. D'accord? C'était aussi un moment où Palantir a eu des gros contrats, etc. Alors pourquoi est-ce que Eric Schmidt c'est ça? Alors qu'il y a quelques années, il était plutôt quelqu'un qui était prudent sur la chose. Et vous voyez quand même de plus en plus de papes de la tech qui étaient des gens qui étaient prudents, qui investissent massivement dans ce secteur-là et qui disent qu'il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une notion chez beaucoup qui consiste à dire on n'arrivera jamais à dire aux gens arrêtez d'investir dans l'IA liée au militaire. Du coup, la seule solution pour les États-Unis et pour les Occidentaux de maintenir leur rang, c'est d'investir plus que les autres pour avoir une maîtrise qui est meilleure que les autres. Parce que sinon, les Chinois, de toute façon, ils vont investir. D'accord? C'est un peu comme si vous aviez une idée, vous commencez à chercher la bombe nucléaire et vous dites ok, on va arrêter de la chercher parce qu'on sait que c'est une connerie. Ouais, mais vous êtes obligé de continuer à la chercher parce que si vous pensez que les Chinois, que les Pakistanais et que tous les autres vont la chercher, si vous avez arrêté de la chercher, vous êtes le dindon de la farce. Parce qu'à la fin, eux ont une carte que vous n'avez pas. D'accord? Donc ça, c'est quand même un point clé. Et la NSCAI avait poussé pour qu'il y ait des dépenses de 8 milliards de dollars aux États-Unis par an. D'accord? Donc il faut savoir que les Chinois, ils sont entre 1,5 et 2 milliards par an à l'heure actuelle. Là, les Américains, ils doivent être aux ordres de 3 milliards et la NSCAI a poussé pour 8 milliards. Et vous commencez déjà à avoir des gens qui poussent pour maintenant des chiffres un peu plus conséquents que ces 8 milliards aux États-Unis. Donc vous avez des choses qui quand même vont aussi dans le bon sens, hein, et qui sont vraiment des choses importantes. Pourquoi? Parce que les Français et les Britanniques investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Il faut savoir que la Commission européenne, dans son effort de défense et de défense commune, a budgétisé 1 milliard dans le développement des technologies liées à l'IA, etc., dans le monde du militaire. Et vous commencez déjà à voir des parlementaires qui disent qu'au final, il faudrait qu'on ait un budget sur cette base-là 10 fois plus gros. Donc ça quand même commence à faire des choses qui sont importantes. D'accord? Il faut savoir aussi qu'au Pentagone, en juin 2022, il y a Greg Martel qui est rentré à la tête du bureau de l'intelligence artificielle et du numérique du Pentagone. C'est quelqu'un qui avait œuvré pour qu'on utilise Palantir sur le terrain avec les Ukrainiens et qui a mis en place la stratégie américaine qui consiste à récupérer toutes les informations du terrain des Ukrainiens, processer aux États-Unis avec Palantir ces informations-là et redonner aux Ukrainiens des informations. Après, c'est les Ukrainiens qui les exploitent ou qui les exploitent pas, mais c'est quand même important. Alors globalement, les Ukrainiens ont toujours dit qu'ils auraient bien aimé avoir eux-mêmes Palantir chez eux et pouvoir processer eux-mêmes les informations, etc. Ça a toujours été un refus des Français, des Britanniques et des Américains. Je pense qu'ils ont peur que ces technologies sortent un peu de leur scope et c'est des gens qui aiment bien garder le contrôle et je pense que quand vous avez des technologies aussi clés, forcément vous aimez garder le contrôle. Mais ce Greg Martel, il a poussé pour qu'il y ait moins d'inertie bureaucratique. Il a aussi poussé depuis juin pour que beaucoup de sociétés qui ont des projets,
d'accord, qui ne sont pas encore des projets qui ont été utilisés par l'armée américaine, que l'armée américaine paye pour faire utiliser ces projets sur le terrain en Ukraine. Et du coup, en fait, c'est l'armée américaine qui paye pour l'armée ukrainienne, qui fait le proxy entre l'entreprise et ce que l'entreprise va dire ou pas. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet de tester sur le terrain des intelligences artificielles, des produits, etc. Et donc forcément, quand vous testez sur le terrain un produit, un logiciel, bah, vous avez plus de chances d'avoir des données de retour qui vont vous dire ah bah ouais ça marche, ça marche pas, etc. Que si vous faites un test en mode voilà, on est dans un champ au fin fond du désert du Yucatan et on s'amuse entre nous, quoi. Enfin, le risque, les Ukrainiens ils l'utilisent et ils font confiance à Palantir avec leur vie. Donc forcément, ça veut dire qu'ils vont donner le plus d'informations possible à Palantir et aux autres logiciels, qu'ils vont faire le plus de retours possible parce que forcément s'il y a des échecs, bah, ils ont besoin que ça s'améliore très vite, sinon ils vont perdre des soldats, etc. Donc c'est quand même une notion qui est clé. Et on voit que dans ce domaine-là, vous avez des choses qui commencent à pulser. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple Anduril, qui est une startup qui développe des drones sous-marins sophistiqués. Hein. Donc c'est des micro-drones sous-marins. Et Anduril a eu un contrat avec l'armée US de 1 milliard cette année. D'accord. Le but c'est quoi? Le but c'est que l'armée US puisse envoyer des drones très rapidement un peu partout dans les mers du monde avec les drones d'Anduril. Et donc ça c'est quand même quelque chose de clé. Et vous voyez que la startup est fondée en 2017. On est 5 ans plus tard, ils ont un contrat d'1 milliard de dollars. C'est cette pulsion qu'on voit à l'heure actuelle qui est quand même importante. Et c'est ça qui a fait que Internet a existé. C'est les investissements de l'armée américaine au début qui ont fait ça. Vous avez beaucoup de phénomènes où c'est l'investissement militaire qui a drivé après des très très bonnes sociétés qui ont été poussées par ces investissements militaires. D'accord. Vous avez aussi d'autres entreprises comme Scale AI qui fournit de l'étiquetage de données. Donc ça c'est un peu comme fait Palantir qui a eu un contrat de 250 millions avec le département de la défense. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger en Europe. D'accord. Il faut savoir que en gros, quand vous prenez des écosystèmes qui sont très vite poussés avec des contrats, etc., et qui ont une gestion entre l'entité militaire et des entreprises qui sont liées et qui ont des contrats rapidement et tout, vous avez deux pays qui sont en avance, hein, et d'ailleurs ils sont en avance sur l'intelligence artificielle au secteur de la défense, c'est les États-Unis et Israël. Après, vous avez en gros la deuxième division avec un petit peu les Chinois, avant tout les Chinois, d'accord. Et après, vous avez la troisième division, c'est-à-dire là-dedans, vous allez avoir les Russes, les Français, les Anglais, etc. Comment ça s'appelle? Les Coréens, les Japonais, et voilà. Mais le terrain est à peu près comme ça, sachant qu'une chose est sûre, c'est que les Israéliens, ils ont une exploitation qui est un peu différente, parce que les Israéliens et les Coréens, ils fonctionnent avec un service militaire dans lequel les gens qui ont des très grandes compétences en intelligence artificielle et tout, on va pas forcément les mettre dans l'armée, mais on peut les mettre dans des startups liées à l'armée, etc. Donc c'est des fonctionnements dans la chaîne de création qui est un peu différente et que je pense qu'on pourrait pas exploiter aux États-Unis ni en France, etc. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est deux manières de faire un peu différentes. Par contre, vous voyez que en France, en Europe, etc., il commence à y avoir de plus en plus de choses. Quand Macron est arrivé au pouvoir, il a mis en place une nouvelle unité dans l'armée française qui consiste justement à faire incuber ces projets-là. Ils ont créé une task force avec la DGSE et d'autres services français pour mutualiser les contrats, etc. et donner encore plus d'élan à ces sociétés-là. Ils ont commencé à faire des fonds aussi avec la BPI, etc. Donc vous commencez à avoir une vraie vision industrielle sur cet univers en France, et ça c'est quand même clé. Et je pense que on sous-estime aussi le niveau qu'on a monté, la marche qu'on a été capable de monter avec la guerre en Ukraine. C'est une super marche pour l'armée française parce que ça permet de tester énormément de choses. Et il ne faut pas négliger le fait que l'armée française est une armée qui a quand même, pour amener de l'intelligence artificielle sur le terrain et tout, énormément de choses. Déjà, pourquoi? Parce qu'on a des très très bons chercheurs là-dedans, parce qu'on a énormément de données, on a des données marines en conséquence parce qu'on a quand même une très grande marine et on a beaucoup de sous-marins, etc. On a aussi des données satellitaires qui sont très fortes parce qu'en gros la France est en gros, alors vous pouvez pas vraiment le savoir, mais c'est entre la deuxième et la quatrième plus grande armée en termes de vision satellitaire.
D'accord? Donc c'est quand même considérable. Les premiers, c'est les Américains de très loin. Et après, vous avez la Chine, la Russie, la France et un peu l'Angleterre. Et en gros, les niveaux se combattent entre eux. Alors les Chinois ont tendance à lancer beaucoup récemment. Donc peut-être que les Chinois sont numéro 2. Mais en gros, pour la place de numéro 3, ça se joue entre trois pays, hein. L'Angleterre, la France, la Russie. Sachant que l'Angleterre est plutôt vu comme un niveau en dessous. Donc voilà. Donc ça vous montre un peu. Et ça, tout ça, cette donnée satellitaire que vous avez une capacité après sur le terrain de dire, ah bah faut envoyer les soldats là, etc. Et d'ailleurs, vous le voyez, par exemple, un canon qui fait fureur en Ukraine, c'est le canon César. Et une partie de l'intelligence française sur les prochains canons César qui sont développés, ça serait d'avoir des systèmes qui sont capables de contre-viser automatiquement avec les satellites et qui sont capables de discuter automatiquement rapidement. Pourquoi? Parce que le canon César, il est monté sur un camion, donc vous avez une capacité de le bouger très rapidement. Et si vous n'avez plus d'ajustement à faire par un opérateur, mais que l'ajustement se fait automatiquement par la machine par rapport à des données qu'il a vues au niveau satellitaire en quasi temps réel, bah vous comprenez bien que face à une vieille artillerie comme les artilleries russes, où vous avez beaucoup de masse de vieux modèles, mais qui sont des modèles que vous devez bouger, il faut les contrôler à la main, etc., bah, vous avez besoin de beaucoup moins de canons pour au final défoncer l'armée d'en face, vu que vous avez beaucoup plus d'agilité. D'accord? Donc ça, c'est quand même un point clé, et je pense que ça note un peu que dans le secteur de l'intelligence artificielle, on s'ouvre enfin au secteur militaire, et on verra que ça va plus loin que le secteur militaire, ça va à d'autres secteurs sur lesquels on avait mis des chapeaux de plomb un peu, la police, etc., mais on le verra dans les prochaines slides. On a Meta aussi qui cherche son traducteur universel, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué souvent, l'idée de Meta, c'est que ces investissements dans l'intelligence artificielle, c'est avant tout pour faire de la gestion de ces plateformes et surtout pour faire de la modération. Et pour modérer des plateformes, bah, il faut connaître les langues dans lesquelles les gens travaillent. Ce qui est intéressant aussi, c'est quoi? C'est que là, Meta, ils vont faire en sorte qu'il y ait plus de 40 000 directions de traduction dans plus de 200 langages. Une direction de traduction, c'est quoi? C'est direction 1, anglais vers espagnol, espagnol vers anglais, espagnol vers swahili, swahili vers anglais. Alors, pour ceux qui se rendent pas compte, si vous prenez DeepL ou Google Traduction, des choses comme ça qui sont connues, d'accord? Il y a eu récemment un TikTok d'une influenceuse. Elle a pris la chanson de La Reine des Neiges. Elle a pris les paroles, elle a pris en anglais, après les a mis dans une autre langue, etc. Elle a fait 10 mouvements. Et quand elle est revenue en anglais, ça ne voulait plus rien dire. Ça, c'est la problématique des directions de traduction. Pourquoi? Parce que quand vous traduisez quelque chose d'une personne et qu'après vous la retraduisez, etc., il peut y avoir des problématiques de sens qui sont complexes. Et ça, c'est ce que Meta veut chercher. Pourquoi? Parce que si vous avez des problématiques de sens quand vous faites de la traduction et quand vous faites de la modération, bah vous avez un risque, c'est de ne pas comprendre ce pourquoi vous strikez quelqu'un. Un des points clés, je vais vous le donner en image, c'est Google a mis des algorithmes pour travailler sur les images et striker et entre guillemets enlever de sa plateforme, aussi bien Facebook et les autres, les images de pédopornographie ou les images de pornographie, etc. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez un tableau de la Renaissance où une femme est nue et l'algorithme de Google va repérer que la femme est nue et il va vous l'enlever. Et justement, c'est ce qu'on appelle la connaissance de la donnée qu'il faut avoir, c'est être capable de définir que ça, c'est un tableau, que comme c'est un tableau, ça n'a pas de vision sexuelle, ça n'a pas de choses comme ça. Et donc, il faut donner un sens à ce que l'algorithme est en train de voir. Et ça, c'est compliqué, et c'est ce que va essayer de faire Facebook. D'accord ? Donc là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont pris des données avec 3001 paires de phrases, d'accord, qu'ils ont traduit un peu dans toutes les chances, dans toutes les modèles, enfin dans tous les sens, etc. Après, ils sont allés sur un modèle qui s'appelle le BLEU, donc le Bilingual Evolution Understanding, d'accord, qui est un standard de référence. Les chercheurs de Meta, ils sont arrivés à un modèle qui enregistre une amélioration de 44% du score bleu par rapport aux traductions automatiques actuelles. Donc c'est quand même assez important. C'est toujours pas considérable, hein. Il faudrait une amélioration un peu mieux pour que ça soit considérable, mais c'est quand même quelque chose de vraiment assez fort. D'accord?
Donc ça, c'est quelque chose de clé. Sachant qu'il y a un intérêt aussi pour Facebook qui est important dans ses traducteurs universels et qui leur donne un avantage par rapport à Google. Google a avant tout de la data en anglais. L'avantage pour Meta, c'est comme les gens utilisent la plateforme partout dans le monde et que chacun parle avant tout dans sa langue maternelle, ils ont énormément de données dans toutes les langues. Et ça, c'est quelque chose de clé. Alors que Google a avant tout des données qui peuvent scraper sur le web, c'est-à-dire aller chercher sur le web, c'est-à-dire des pages qui sont en Swahili, des pages qui sont en machin, etc. Mais ce n'est pas des vraies conversations entre des gens. L'avantage de Facebook, c'est qu'il a ces vraies conversations avec des notions de compréhension, c'est-à-dire la personne a dit ça, l'autre a rigolé. Pourquoi est-ce que quand il a dit cette phrase-là, qui est la même que dans une autre conversation, cette fois-ci, la personne a rigolé, alors que dans l'autre fois, la personne s'est énervée. Qu'est-ce qui change dans la compréhension globale, etc. Et donc ça, c'est des points clés quand même qui sont à voir. Il y a aussi un autre point clé, c'est que dans le papier et dans les discussions post-paper, il y a des gens qui ont demandé si après ce modèle-là, il serait utilisable. Et c'est ça qui est intéressant aussi chez Meta, c'est que la stratégie de Meta, c'est qu'une fois qu'un produit est utilisé pour faire de la du comment ça s'appelle oh, de la modération chez Google chez Meta, généralement Meta ouvre ce produit et permet aux autres de l'utiliser. Pourquoi? Parce que forcément si les autres l'utilisent, ils vont amener de leurs données dedans, ça va améliorer le système et ça le rendra encore plus performant chez Meta. Donc ça c'est intéressant quand même parce que ce traducteur universel ça pourrait apporter énormément de bienfaits à beaucoup de sociétés et c'est quand même une grosse amélioration et ça me montre que chez Meta ils sont pas en train de se tourner les pouces et ils font des choses intéressantes. On continue encore cette semaine avec l'université de Chicago qui a été capable de prévoir des crimes avec une intelligence artificielle et des algorithmes. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les chercheurs de l'université de Chicago, ils ont été prendre des données de la police de Chicago, d'accord, sur les crimes et délits. Ils ont tout regroupé et ils ont essayé de voir si leur algorithme était capable de dire à la police de Chicago, allez plutôt là, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Pourquoi? Parce que dans les quartiers de la ville, ils ont été capables de prévoir jusqu'à une semaine à l'avance, avec précision, de 90% pardon, les crimes et délits. Donc ça veut dire que en processant les données, ils étaient capables de dire aux policiers, il faut plutôt aller là, parce que c'est là qu'il va se passer des choses, etc. Donc ça c'est clé, parce que vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque personne, ça serait trop cher, et puis ça serait un peu bizarre. Par contre, vous pouvez, avec de l'intelligence, etc., dire, il faut plutôt mettre les policiers ici ou là. D'accord? Et ça c'est clé. Sachant qu'en plus, ils ont été un peu plus loin. Après, ils ont été se mettre dans un concours qui est le concours prédictif de la National Institute of Justice. Donc ça, c'est un concours qui est fait pour les logiciels, etc. Et on met en concurrence les logiciels avec des policiers ultra formés, etc. Et on les fait, on leur donne des compétitions, etc. Et là, l'algorithme de Chicago, il a été meilleur que tout le monde dans 119 des 120 catégories. Donc c'est quand même quelque chose de très puissant. D'accord? Vous avez autre chose qui est clé dans l'étude et qui est intéressante. C'est que souvent on vous dit oui, mais on ne veut pas mettre d'algorithme dans la police, dans la justice, parce que s'il y a des biais, ces biais-là, ils vont créer des problématiques et forcément on va condamner des innocents, etc. Bon, comme si dans les humains qui traitent les affaires, il n'y avait pas déjà des biais. On en voit tout le temps. Des erreurs de justice, etc. Parce que le juge avait un biais ou parce que les policiers avaient un biais, on en voit dans tous les sens. Et on se plaint toujours que les policiers, quand on prend une plainte pour viol sur une femme, il y a des policiers qui traitent de la mauvaise manière la femme, c'est un biais. C'est parce que ces policiers, ils ont un biais. C'est un biais débile, mais ils ont un biais. D'accord? Donc je pense que déjà, il faut noter une chose, et ça c'est quelque chose de clé, c'est quelque chose sur lequel on est en train d'arriver, c'est de se dire, effectivement, l'intelligence artificielle, la machine, elle peut avoir des biais. Mais est-ce qu'elle a plus de biais que l'homme? Si elle n'est pas créée pour avoir des biais, en théorie, elle devrait avoir moins de biais que l'homme. Sachant qu'une chose est sûre, plus vous ouvrez l'intelligence artificielle, plus vous laissez des gens aller voir comment ça se passe, plus dès qu'il y a un biais, il va être remarqué. Parce que vous allez toujours avoir des chercheurs qui vont se dire mais pourquoi est-ce qu'ils arrêtent toujours dans ce quartier-là, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de justifié ou est-ce que c'est parce que la machine a un biais, etc.
Sachant que vous avez aussi autre chose d'intéressant. C'est que la machine peut travailler sur les biais de l'humain. Et ça, c'est ce que la police et ce que les chercheurs ont fait. C'est-à-dire les chercheurs, ils se sont dit, ok, notre machine, elle a peut-être des biais, on va essayer de les trouver. Mais est-ce que notre machine, elle peut trouver les biais de la police de Chicago? Et c'est là que c'est devenu intéressant. Ils se sont rendus compte que les policiers patrouillaient plus souvent dans des quartiers riches de Chicago que dans des quartiers pauvres, où il y avait moins de violences et de délits et où il y avait moins d'arrestations. Donc ils se sont dit, mais les policiers, ils font moins d'arrestations quand ils patrouillent dans ces coins-là. Est-ce que ça a un intérêt de toujours patrouiller dans ces coins-là? Et du coup, ils ont été dire et faire certains tests et ils se sont rendus compte que dans des quartiers très riches où ils enlevaient beaucoup de patrouilles de police, il n'y avait pas de montée de la criminalité. Ça ne changeait rien. D'accord? Par contre, dans des quartiers où il y avait énormément de criminalité et où rajoutait de la police, il y avait une diminution de la criminalité qui était très légère. Et ce qu'ils se sont rendus compte aussi, c'est qu'un point qui est clé, c'est quand vous voyez la criminalité monter dans un quartier, il faut tout de suite réagir en envoyant beaucoup de police. Si vous avez un quartier qui a peu de criminalité et que la criminalité monte doucement, d'accord, vous envoyez beaucoup de policiers, vous saturez la zone de policiers et le quartier, il a tendance à avoir sa criminalité qui diminue, les criminels qui s'en vont du quartier et après vous pouvez repartir dans quelque chose de normal. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de clé qu'il faut avoir en tête, qui est quand même vachement intéressant. Ils se sont rendus compte aussi d'autres choses. Ils se sont rendus compte que par exemple, quand vous faisiez des contrôles de police, il y avait beaucoup plus d'arrestations à cause d'excès de vitesse dans des quartiers pauvres que dans des quartiers riches. Alors qu'ils se sont rendus compte que si vous mettiez des caméras qui verbalisent automatiquement, elles verbalisent plus souvent des excès de vitesse dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Donc ça veut dire que les policiers n'arrêtent pas systématiquement dans les quartiers riches ou ne mettent pas systématiquement une amende. Pourquoi? Alors que systématiquement ils arrêtent dans les quartiers pauvres. Donc ça note que le traitement que vous avez fait de la personne n'est pas la même qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre. Donc ça, c'est un biais. C'est un biais qu'il faut traiter. Normalement, on est égaux devant la loi. Si vous conduisez à 110 et que vous gagnez et vous êtes millionnaire, ou si vous conduisez à 110 et que vous êtes smicard, vous devez prendre la même amende, la même chose, et être réprimandé de la même manière pour le policier. Il ne doit pas y avoir... voilà. Alors après, vous pouvez avoir des discussions sur le fait que peut-être c'est parce que dans les quartiers pauvres, les gens, après, ils crachent sur le policier, etc. C'est possible qu'il y ait une tension qui soit plus vive dans un quartier pauvre que dans un quartier riche. Ça, c'est possible, mais faut que ça s'explique, etc. Donc ça, c'est quand même clé. Et vous voyez de plus en plus de choses là-dessus. Et moi, je pense que c'est un mécanisme clé et qu'on va voir de plus en plus de polices s'équiper de ce genre de produits. Alors en France, on est très très en retard là-dessus. Vraiment très très en retard parce que personne ne veut ça, parce que soi-disant, l'homme est meilleur que la machine. Sauf que c'est faux. La machine est globalement souvent meilleure que l'homme, et ce qui est meilleur, c'est la machine plus l'homme ensemble. Parce que la machine contrôle l'homme, et l'homme contrôle la machine. Et ça, c'est la meilleure des choses à faire. Et du coup, c'est en train de plus en plus pousser. Et moi, je pense qu'on va le voir de plus en plus, et qu'on va voir des vraies améliorations avec ces systèmes-là. Alors, à l'heure actuelle, le pays qui est le plus en avance là-dedans, c'est la Chine. Après, vous avez les États-Unis. Après, vous avez un peu les secondes catégories, c'est-à-dire Israël, la Corée, le Japon, Singapour, qui sont des catégories un peu en dessous. En Europe, par contre, c'est vrai que, à part les Anglais qui ont quand même des investissements qui ont été faits là-dedans, on est quand même très très loin d'avoir fait les bons investissements dans ce secteur-là. Et je pense que c'est un secteur sur lequel il va falloir qu'on se rattrape très très vite. Parce qu'à mon avis, c'est une super manière de gérer les forces de police. Et on continue aussi parce qu'on avait parlé les semaines précédentes, c'est-à-dire les taxis de cruise qui avaient eu l'autorisation de fonctionner tout seuls, qui bloquent les rues de San Francisco. Là, vous voyez, j'ai mis une image, hein, c'est un taxi qui est bloqué et qui vous dit d'appeler Cruise. Donc si vous tapez sur internet, vous verrez qu'il y a eu plein de taxis qui ont été bloqués. C'est un échec pour Cruise qui consistait à faire naviguer ces taxis de manière autonome. Alors, c'est un échec en demi-teinte. Pourquoi? Parce que y a eu beaucoup de données qui sont sorties de ça. Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que Cruise, quasiment à chaque fois, les voitures essayent de prendre des routes qui sont les moins chargées possibles. D'accord? Parce qu'elles ont du mal quand il y a beaucoup de trafic. Donc ça, c'est un problème. D'accord? Après, autre chose. 80% des trajets qui ont été faits automatiquement par Cruise ont été faits plus rapidement
avec aucun souci et avec un trajet classique. D'accord? Donc ça veut dire quand même que vous avez 20% de trajet avec des problèmes. C'est beaucoup trop pour voir quelque chose que vous pouvez roll out au niveau mondial, etc. Mais bon, 80% c'est déjà quand même un bon score. On est au début, hein. Donc il faut travailler au début, etc. Ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu comment va réagir l'État de Californie et la ville de San Francisco. Est-ce qu'ils vont dire à Cruz, bah écoutez, vous n'êtes pas compétent, remettez des chauffeurs dedans et on va repartir un étage avant et on va redescendre un étage. Ou est-ce qu'ils vont dire à Cruz, bon écoutez, on est d'accord, c'est compliqué pour vous, vous êtes au début, prenez votre temps, on est conscient que ça va être complexe, etc. Donc ça va être à suivre au niveau légal. Parce que effectivement, si ça fait repartir en arrière au niveau légal la ville de San Francisco et l'État de Californie, ça sera vraiment dommage. S'ils sont capables de trouver un terrain d'entente avec Cruz et d'avancer, ça permettra à Cruz de traiter ces problèmes-là, d'avoir des données d'utilisation en réel. Et forcément, ça c'est quelque chose que vous cherchez. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir un truc qui marche, il faut le tester en conditions réelles. Si vous testez continuellement que en laboratoire, etc., ça ne marchera pas. On continue avec l'hebdo des cryptos. Donc cette semaine, vous voyez que c'est toujours une semaine assez complexe, malgré que vous avez des choses qui montent un petit peu, hein, le sérum, le polygone, etc. Mais vous voyez que tout de suite après, on passe en négatif, avec le Chiliz, le KuCoin, etc. qui tombe. Vous voyez que le Terra USD a continué à se casser la figure. Le eCash aussi, bon, beaucoup de choses qui étaient beaucoup montées. Vous voyez aussi que les coins Metaverse qui avaient fait des rebonds ces 2 dernières semaines sont en train de retomber. Voilà, c'est toujours un peu compliqué et c'est toujours avant tout ce qui rebondit le mieux et qui garde un peu de sa puissance de rebond, c'est Bitcoin, Ethereum, Binance Coin et quelques autres coins, genre Polygon qui s'est un petit peu réveillé là récemment, etc. parce qu'ils ont eu des belles avancées, voilà. Dans les métriques, pas grand chose à dire, hein. L'adoption est toujours bonne pour Bitcoin et Ethereum qui sont toujours en hausse. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des wallets avec du Bitcoin et de l'Ethereum dedans. Au niveau de l'adoption des stablecoins, bah, vous voyez que c'est toujours en hausse aussi partout. D'accord. Au niveau de la transfer value, vous voyez que par exemple sur Ethereum, le fait que les prix des transactions aient baissé, ça a remis un peu plus de petits acteurs dans le marché, ce qui fait que le daily transfer a monté alors que la transfer value a descendu. D'accord. Donc les tailles d'ordre moyens sont redescendues. Voilà. Bon, globalement, c'est quasiment tout le temps le cas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quand même eu des petits acteurs qui se sont renforcés ou qui ont fait des échanges, d'accord, dans le marché. Et vous voyez que ça, c'est à peu près le cas partout, parce que vous voyez que, à part ICPT, Litecoin et Algorand, qui ont des fortes hausses de leur transfer value, les autres sont en baisse avec en échange des daily transferts qui ont monté. Donc ça veut dire que les échanges moyens ont diminué en taille. Et ça, normalement, ça veut dire que vous avez des petits acteurs qui achètent ou qui participent à la vie du réseau. Au niveau des stablecoins, bah, toujours la même chose, hein. Vous voyez que la market cap de Tether a beaucoup diminué, alors que celle de l'USDC pas trop. Bon, la market cap globalement de beaucoup de stablecoins a diminué. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont repartis soit de stablecoin à vrai dollar, etc., soit de stablecoin à j'ai renforcé des coins comme le Bitcoin, etc. Et ça, c'est plutôt ce qu'on a l'impression de voir avec les données d'usage. On continue avec la Banque de France qui annonce la phase 2 du projet d'euro numérique. D'accord. Donc ça, c'est Monsieur Villeroy de Gallo, avec l'idée que eux, ils veulent quelque chose qui est intermédiaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intermédiaire? Ça veut dire que c'est la banque qui va gérer la distribution du CBDC. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que les CBDC et les monnaies numériques, c'est des choses qui ont été poussées ces dernières années, et vous avez deux théories qui s'affrontent. Le fait que la banque centrale prenne la place de toutes les banques et devienne la banque de tout le monde, d'accord? Donc vous coupez un peu ce côté intermédiaire, et le fait que vous continuez à avoir un côté intermédiaire, c'est-à-dire la banque centrale édite la blockchain et gère un petit peu, et après les banques locales
font la transition et distribuent les CBDC et groupent les transactions, etc. Voilà. Donc en gros, vous avez deux grands acteurs qui s'opposent là-dedans. Les Européens sont pour un modèle quasiment 100% intermédiaire. Les Chinois sont pour un modèle quasiment 100% des intermédiaires. Et les Américains sont encore un peu au milieu dans leur stratégie. D'accord? Au final, la stratégie des Chinois n'est pas forcément totalement des intermédiaires parce que maintenant ils passent à travers les wallets de Alibaba, de Tencent, etc. Donc en fait, ils sont passés sans les banques, mais avec les GAFAM. Pourquoi? Parce qu'il faut distribuer quand même le wallet et que c'est quand même compliqué pour une banque centrale d'aller distribuer son propre wallet. Donc on voit quand même que au final, les Chinois, ils ont pris un modèle intermédiaire, mais l'intermédiation qu'ils ont prise, c'est plutôt une intermédiation de distribution, alors qu'au niveau de l'Europe et de la BCE, l'intermédiation est quand même un peu plus poussée, etc. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce que vous dit Villeroy de Galhau, etc., c'est que les banques connaissent les KYC, connaissent les clients, etc. Et ça, c'est des choses que la BCE ne sait pas faire. Donc en fait, l'intérêt de la BCE, c'est éditer une blockchain, d'accord? L'intérêt de la banque, c'est éditer sa propre blockchain, que les deux blockchains soient interopérables, que la banque centrale émette un CBDC, qu'elle le file à la banque locale, qui va le donner à son client, et que la banque locale contrôle le KYC du client. Et que après, quand il y a une transaction, ça parte de la banque, que ça aille à la BSE, qui la retransmet à une autre banque. Ce qui permet de savoir qui a envoyé à qui, comment, etc. Pour le savoir, il faut que la banque centrale communique avec les banques locales, ça compartimente un peu plus l'information, ce qui n'est pas le cas en Chine. Du coup, c'est un peu plus sécurisé au niveau de la vie privée et ça permet de quand même avoir les avantages de la blockchain. Par contre, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer un certain nombre d'acteurs et il faut que tous les acteurs gèrent correctement leur blockchain, que tous les acteurs communiquent les données correctement. Et si vous avez un passager clandestin dans le modèle de CBDC de la Banque Centrale Européenne, ça peut créer quand même des problèmes. Bon, vous avez quand même autre chose, c'est que effectivement l'intermédiation et si elle est bien gérée, ça permet quand même d'avoir les avantages des CBDC classiques en lutte contre la fraude, etc. avec les avantages des cellules de lutte antifraude des banques, etc. Mais par contre, vous avez quand même un problème, c'est qu'on va faire un régime pilote en 2023. Vous savez que des stablecoins euros commencent à y en avoir déjà. Il y a la société Circle, qui est la société qui édite l'USDC, qui est en train de prendre de la puissance dans les stablecoins, qui a lancé un euro numérique. Et du coup, ça commence à devenir un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai peur quand même que l'Europe arrive un peu en retard dans la bataille et que tout le monde ait déjà commencé à utiliser une autre technologie qui ne sera pas forcément une technologie contrôlée par la banque centrale et du coup ça va abaisser la capacité de la banque centrale de travailler. Parce que pourquoi vous voulez des CBDC? Parce que vous voulez travailler en fait en rendant intelligent la monnaie pour permettre d'avoir une utilisation de la monnaie qui vous permet d'avoir une utilisation plus poussée de votre politique monétaire et d'être capable de pousser dans le bon sens votre politique monétaire. Quand vous émettez quelque chose à l'heure actuelle de l'argent, vous ne savez pas forcément comment il va être utilisé. Avec ces stablecoins, ces monnaies numériques et ces blockchains, vous êtes capable de définir, on veut que ça soit utilisé que pour ça, etc. Et du coup, ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. D'accord? D'ailleurs, c'est bien expliqué par Villeroy de Galhau qui vous explique que le registre qu'ils veulent développer avec les CBDC, avec la blockchain, c'est pour compléter l'infrastructure traditionnelle plutôt que la remplacer. D'accord? Donc c'est lui donner, c'est amener de l'intelligence à l'euro et bâtir quelque chose sur l'infrastructure de l'euro et des banques européennes de maintenant et bâtir par-dessus. Alors pourquoi est-ce que les Chinois ont fait un modèle des intermédiaires aussi? C'est parce que les Chinois, ils ont énormément de problèmes avec leurs banques. Vous voyez à l'heure actuelle avec la Hainan Bank qui a limité les capacités des épargnants chinois à retirer leurs sous et ça crée énormément de problèmes. Il y a un fort tissu de banques locales en Chine qui sont très peu capitalisées, qui ont des problématiques de gestion qui sont mal gérées, qui sont gérées par des conglomérats locaux et par des municipalités qui ne sont pas forcément très bien gérées et ça pose énormément de problèmes. Alors qu'en Europe, c'est vrai que le tissu bancaire, il a été vachement assaini par les crises
récentes et par les montées en puissance des réglementations qui ont quand même vachement assaini les choses. Même en Allemagne, qui avait un tissu bancaire qui était quand même assez complexe, il a été assaini ces dernières années de manière considérable, avec beaucoup de banques régionales qui ont fait faillite, qui se sont regroupées, etc., qui ont pris de la taille et qui ont pris des ratios, qui ont eu des ratios de solvabilité qui ont monté, etc. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Après, est-ce que c'est le modèle des intermédiaires ou intermédiaire qui va marcher? Je sais pas, peut-être que le modèle entre les deux serait peut-être meilleur. On va voir. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment que la Banque Centrale Européenne lance rapidement, parce que sinon elle risque d'être prise dans un corner avec des utilisations d'autres typologies de blockchain par le grand public. Et du coup, après, ça va être compliqué d'avoir le contrôle optimal des opérations. Vous avez autre chose aussi dans la partie réglementation. Vous avez le FSB, donc qui est l'organisme de réglementation des mouvements financiers et bancaires du G20, qui doit faire des propositions de règles sur les crypto-monnaies en octobre au G20. Et donc ça, c'est vraiment un point clé. D'ailleurs, le point clé du document, il est ici, hein, où il vous explique qu'il existe déjà des régulations pour limiter la spéculation, ce genre de choses, mais ce que le FSB veut faire, c'est mettre sur point des règles pour incorporer les nouveaux protocoles de la blockchain et redéfinir complètement les échanges de monnaie, etc. avec ces nouveaux protocoles. Donc ça veut dire intégrer la DeFi, intégrer comment s'appelle, les smart contracts, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Je pense qu'on peut se dire que d'ici la fin de l'année, dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies, on a 3-4 points clés. Point clé numéro 1, l'avancement des CBDC européens, chinois et américains. Ça, c'est le point clé numéro 1. Le changement de blockchain de Proof of Work à Proof of Stake pour Ethereum, avec les évolutions d'Ethereum qui se passent bien. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, du coup, en octobre, c'est les premières régulations au niveau bancaire du FSB et les, les, euh, le discours du FSB aux membres du G20 pour savoir comment il faut réguler, etc. Et le quatrième point, c'est la contagiosité et la contagion à d'autres acteurs, des problématiques de 3AC, etc. Je pense que c'est les 4 points clés qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde des cryptos. Et c'est vraiment les 4 points clés qu'il faut suivre. Et que si ces 4 points clés vont dans le bon sens, on repartira dans un cycle de croissance des cryptos. Et donc ça, c'est intéressant. Mais en octobre, ça va être clé de dire ça, parce que c'est vraiment quelque chose dont les gens parlent peu, mais qui ont un impact important. Beaucoup plus, à mon avis, que Mika ou ce genre de choses. On continue avec l'hebdo gaming. Donc on attend le 24 au 28 août la Gamescom. Étant donné qu'il n'y a pas eu l'E3 cette année, enfin il y a eu un faux E3 avec des enchaînements de conférences, puis c'était pas un E3. Il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas été annoncés et pas été teasés. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, vont commencer à arriver là, on va dire à partir du 10 août. On va commencer à avoir un peu plus de communication de certains studios, etc. Et vous avez des studios qui risquent de communiquer beaucoup à l'occasion de la Gamescom, Ubisoft, Embracer, etc. etc. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour ceux qui connaissent bien le milieu du jeu vidéo. Surtout que comme les sociétés sont très vendues à découvert, vous avez des options sur ces sociétés avec des primes quand vous êtes à l'achat qui sont assez faibles. Donc ça peut être intéressant de jouer les annonces de certains jeux vidéo. Par exemple, vous avez des gens qui disent que Take-Two va annoncer le futur GTA. Donc ça, si c'est fait, ça peut faire monter très fort le titre Take-Two, etc. Bon, moi, je ne pense pas que Take-Two soit prêt à annoncer le futur GTA. Sinon, ça aurait plus fuité que ça. Et là où ça aurait fuité, c'était des gens plus sérieux que je sais qui ça a fuité. Mais on n'en sait jamais rien, hein. Des fois, on peut avoir une bonne information et on est le seul à l'avoir. Mais donc voilà. Donc ça, pour les investisseurs qui suivent le jeu vidéo, c'est vraiment une conférence qui va être à suivre pour voir un peu le pipe de jeux qui vont sortir, etc. On a aussi Spotify qui rentre dans le social gaming. Donc ça, je vous avais déjà expliqué. Le social gaming, c'est des choses un peu qui sont en train de prendre de l'ampleur maintenant. Donc vous avez plein de choses, plein de jeux, Overcooked, etc. C'est des jeux où vous êtes à plusieurs et vous avez un côté ludique. Donc Hurdle, c'est un peu comme ça. Le but, c'est quoi? C'est que vous avez une musique, vous avez 3-4 premières secondes de la musique et il faut taper le nom de la musique.
Et vous avez 6 chances, et le premier qui a réussi, eh ben il gagne. Et vous jouez à 6, d'accord? Et donc ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça va être poussé auprès des utilisateurs de Spotify. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous l'ai toujours dit, hein, plus vous vendez un produit par abonnement, plus vous avez de services qui sont plugués dessus et plus les gens utilisent de services, moins ils ont de chances de churn et donc de quitter votre service. Pourquoi? Parce que si vous utilisez 50 services dans Spotify, si après vous voulez vivre et continuer à utiliser 50 services tout en étant sur Deezer, bah vous n'aurez peut-être pas les 50 services sur Deezer. Donc il faudra prendre d'autres services à côté. Et donc vous allez devoir maintenir plusieurs services, plusieurs mots de passe, etc. Et généralement ça vous prend la tête. Et donc vous préférez quelque chose qui centralise les choses. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça vous montre aussi que la stratégie de Netflix d'aller dans le jeu vidéo, etc., c'est une stratégie que tout le monde fait. Le jeu vidéo est une vraie manière de s'amuser, etc. C'est quelque chose de clé. Pourquoi? Parce que depuis quelques mois, quelques années, on voit vraiment énormément de choses émerger. Hein. Vous voyez, une partie de l'intérêt de Embracer pour Asmodée, c'était aussi Board Game Arena qui permet de jouer à des jeux en ligne, des jeux de plateau en ligne avec d'autres joueurs. Vous voyez qu'un autre actif qui a beaucoup monté récemment, c'est un site qui s'appelle Plateau qui permet de faire des mini-jeux avec des gens. Et les gens jouent beaucoup à ces mini-jeux en étant en vocal sur Discord, etc. Et c'est vraiment un truc qui a pris de l'ampleur colossale récemment. Donc ces mini-jeux-là, ils ont quand même beaucoup monté. Et là où avant, ils étaient un peu dans Facebook, mais généralement, ça vous permettait de jouer soit avec des inconnus, soit avec une personne sur Messenger et tout, on commence à avoir des trucs qui prennent un peu d'ampleur, qui vous permettent de faire des trucs à 6, à 4, etc. Et ça prend un peu d'ampleur et c'est des choses qu'il va falloir suivre. On a Nordic Disc qui a fait une opération de rachat des 67% restants de Supermassive qu'il n'avait pas, qui développait le jeu Until Dawn et d'autres jeux. Mais on n'a pas les termes de l'acquisition qui ont été déployés, qui ont été expliqués. Du coup, voilà, vous avez toujours un peu de deal de M&A dans le monde du jeu vidéo. C'est bien parce qu'en été, souvent, c'est un peu morne pleine au niveau de la fusion-acquisition. Et là, vous voyez que dans le jeu vidéo, ça continue encore un peu à tourner. Donc ça, c'est quand même un bon indicateur. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui veulent, hein, vous n'hésitez pas à aller en dessous sur notre chaîne YouTube pour vous abonner à New Tech Insider si vous appréciez les contenus, etc. Pour avoir des dossiers aussi détaillés, des explications aussi détaillées sur chaque société, chaque secteur de chaque société, etc. D'accord? Donc voilà. Donc vous n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Twitch pour être prévenu des futurs lives, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être prévenu quand il y aura des nouveaux numéros, à liker et à partager nos vidéos sur YouTube, ça nous fait plaisir. Et pour finir, si vous avez des questions et des questions un peu complexes, vous n'hésitez pas à nous les envoyer à la-rédaction-tech-publication-agora.fr. Et vous pouvez n'hésiter pas à aller sur notre site opportunité avec un s-techno avec un s.com pour avoir des articles, etc. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.